بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très content, alhamdulillah, de vous retrouver dans ce 7e épisode de la série L'Islam et le riba. Je suis Karim Benjelloun Tumi, conseiller en gestion patrimoine en finance participative. Dans cette deuxième partie du 4e chapitre, le professeur nous relate d'autres expériences de banques islamiques dans le monde, à commencer par l'expérience égyptienne des années 1960 en milieu rural, qui a eu un certain succès. Il y a eu notamment 3 réalisations: la collecte des dépôts des épargnants et l'octroi de financement, l'organisation de la collecte et la distribution de la zakat, et l'éducation financière des populations. Cette expérience, elle va préfigurer la création en 1975 de la BID, la Banque islamique de développement, créée par les pouvoirs publics des pays musulmans. Elle a pour objectif le financement de projets au sein de ces pays et la promotion du commerce extérieur entre les pays. En 1975 va être créée aux Émirats la Dubai Islamic Bank. En 1977, la Kuwait Finance House. En 1979, la Bahrain Islamic Bank et Al-Baraka à Jeddah en 82. Il y aura également la création de la DMI en Arabie Saoudite en 1981 et de Rajhi en 1987. L'auteur se montre un peu sceptique vis-à-vis de ces expériences. Il va jusqu'à nous dire par exemple qu'en Égypte, les principales banques semblent perdre des parts de marché. Or, nous savons maintenant, en 2025, que sur le long terme, la croissance du secteur de la finance participative, c'est 10 à 15% par an, contre seulement 3% pour le secteur dit conventionnel. L'auteur fait ensuite un lien qui est très improbable entre ce scepticisme qu'il estime être la question, je cite, de la défection des dépôts islamiques et des raisons de la méfiance des musulmans envers les produits islamiques. Alors il est vrai que cette méfiance existe, mais est-ce que ce n'est pas seulement une question d'éducation financière ? Quand j'avais fait, il y a quelque temps, ma conférence en Serbie, j'avais évoqué cette question lors de cette conférence, et le facteur numéro 1 pour démocratiser la finance participative, c'est bien l'éducation financière, et ce, pas à 20 ans, pas à 25 ans, mais dès le plus jeune âge. L'auteur va commencer par parler de la conformité des opérations avec la loi. D'abord, il nous indique que les FRA interdisaient le mélange de capitaux, parce que dans un contrat unilatéral entre le propriétaire du capital et la banque, l'ignorance des profits pourrait conduire à des conflits. C'est-à-dire que lorsque les capitaux sont mélangés, on ne sait pas quel profit va à quelle personne, à quel investisseur. Ce point de vue est très discutable parce qu'aujourd'hui, les banques ont des mécanismes modernes qui sont capables de gérer des comptes d'investissement, qui sont capables de ségréguer ces lignes-là et qui permettent de calculer en temps réel et précisément la part de bénéfice de chaque déposant. Ces techniques réduisent considérablement le risque d'ignorance des profits et permettent une allocation claire et équitable des résultats entre les parties prenantes. Il y a des pools d'investissement cohérents qui sont investis dans des projets conformes. Grâce à des réserves spécifiques, on peut aussi lisser, on peut équilibrer la variabilité des profits dans le temps et distribuer correctement les profits et avoir une meilleure gestion collective des risques. C'est pour ça qu'un comité de conformité éthique au sein de chaque banque va être à même de valider cela. Certains juristes estiment aussi que le fait que la banque n'investisse pas elle-même le capital, qu'elle soit un intermédiaire, va être problématique en termes de conformité. Et là, ça veut dire que lorsqu'on dit ça, on présume que la banque a un simple rôle d'intermédiaire. Or, ce n'est pas le cas. Elle joue en réalité un rôle essentiel où elle va sélectionner, elle va évaluer, elle va superviser et gérer les projets financés.
C'est pas parce qu'elle délègue l'exécution à quelqu'un qu'elle n'est pas décisionnaire, qu'elle n'est pas derrière, qu'elle n'est pas responsable. Donc, ce travail personnel, finalement, il peut être intellectuel, il peut être administratif, il peut être stratégique. C'est pas seulement un investissement matériel direct. L'école malikite va admettre qu'un spéculateur puisse confier l'exécution à un tiers, tout en gardant la gestion et le résultat global. Alors, le professeur, quand il parle de la répartition des pertes et des profits, il parle de pourcentage fixé entre les deux parties, c'est-à-dire le déposant et la banque. Ce pourcentage, selon la plupart des juristes, doit être connu dès la signature du contrat. Et on nous dit que les pratiques des banques ne seraient pas celles-là. En réalité, les pratiques des banques varient d'un pays à l'autre, du banque à l'autre, donc on ne pourra pas statuer sur ce point. L'auteur nous dit également la technique la plus utilisée par les banques islamiques, c'est-à-dire la murabaha. Donc pour rappel, la murabaha, c'est le fait, quand on dit murabaha, amiri bishra, c'est-à-dire que la personne qui veut acheter un bien va confier à la banque l'ordre de l'acheter et de le lui revendre. Et il nous dit que cette transaction serait tachée de riba parce qu'elle ne serait qu'une astuce pour le contourner. Et donc, telle qu'elle est pratiquée par les banques, on nous dit que ça consiste à acheter une marchandise pour le compte d'autrui, à lui faire payer en plus du prix d'achat et des frais y afférents une somme d'argent considérée comme le profit qui revient à la banque. Et on nous dit aussi, l'auteur nous dit que les jurisconsultes auraient interdit cette opération et que du coup, ce serait simplement une hila, c'est-à-dire une astuce pour contourner la problématique. Alors, personnellement, je ne sais pas de quel jurisconsulte l'auteur parle, puisqu'il ne les cite pas. Et je suis d'accord avec l'auteur sur le fait que finalement, la murabaha a bien fait l'objet de critiques assez extensives. Mais, lorsqu'on pratique un domaine particulier, on a des instances de référence. Et parmi ces instances de référence, on a l'AOAFI, qui est une autorité donc qui va fixer les normes techniques pour mettre en œuvre des solutions de finances participatives. Donc, et cette autorité nous dit bien que c'est une opération qui n'est pas équivalente à un prêt à intérêt classique. On nous dit également que la banque aussi va assumer finalement une forme de risque parce que elle va entrer finalement ce bien-là dans ses comptes, elle va en être réellement propriétaire et pendant plusieurs mois, il peut se passer des choses. Il peut y avoir un dégât des eaux, il peut y avoir des fissures qui apparaissent, il peut y avoir en tout cas des problématiques qui font que la banque ne sera peut-être pas en mesure de faire la transaction telle qu'elle voulait le faire et où elle pourrait être en difficulté. Donc au final, il est difficile de conclure ce que l'auteur a conclu là-dessus. Et même si on sait que ce n'est pas un contrat qui est idéal, on ne peut pas dire ainsi que c'est un simple contournement. C'est un contrat qui est conforme, et donc, de notre point de vue, on ne va pas pouvoir mettre un signe égal entre un contrat de prêt classique, conventionnel, et un contrat murabaha. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.